Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'implosion démographique européenne face à l'explosion démographique africaine. L'Afrique déborde-t-elle sur l'Europe? Philippe Boursier de Carbone. Si décisifs sont les problèmes de population qu'ils tirent de terribles revanches, souvent fatales, sur les sociétés qui s'obstinent à les ignorer. Alfred Sauvy. Avertissement. Cette communication présentée ici dans le cadre des travaux de l'Institut de géopolitique des populations se situe dans la ligne de mes 4 communications sur les populations d'origine étrangère résidentes en France métropolitaine, déjà présentées depuis 2002 au précédent colloque de l'IGP, en particulier les 3 dernières qui depuis 2004 analysent les populations des ménages immigrés en France métropolitaine originaires des pays d'Afrique et de Turquie. Pour ce qui concerne la France, comme pour ses précédentes communications, les sources en sont essentiellement les statistiques officielles publiées par l'INSEE, ainsi que par l'INED en ce qui concerne les flux d'immigration étrangère légale en France métropolitaine, ACDREF, établis sur les documents de séjour des étrangers gérés par les préfectures de police qui constituent la couverture la plus complète de ces flux. Cependant, la connaissance du stock des populations étrangères et d'origine étrangère résidentes en France métropolitaine reste entièrement tributaire de l'analyse détaillée des résultats publiés des recensements exhaustifs déjà réalisés. Or, depuis la loi du 27 février 2002 qui a mis audacieusement un terme à la tradition bicentenaire du recensement général et exhaustif de la population en France, le dernier ayant eu lieu en mars 1999, nous attendons cette année 2009 la publication intégrale par l'INSEE des résultats détaillés de ce recensement dit rénové institué par cette loi, lequel est basé en particulier sur la synthèse des apostrophes. Un sondage glissant au taux de 8% annuel, annoncé devoir couvrir sur 5 années 2004 à 2008, l'ensemble de la population des communes urbaines de la France métropolitaine, synthèse à partir de laquelle l'INSEE et s'apostrophe est engagé à publier, dans les mêmes détails que les précédents recensements exhaustifs de la population, les effectifs et structures par sexe et par âge en particulier, des populations étrangères et des populations des ménages immigrés selon leur pays d'origine, résidant aujourd'hui dans les départements et les régions de la France métropolitaine. En l'absence de ces données détaillées, nos estimations concernant la France demeurent donc fondées sur les chiffres actualisés selon nos 3 dernières communications précédentes du dernier recensement exhaustif de la population métropolitaine de mars 1999. Pour les autres pays du monde, les données utilisées ici proviennent essentiellement de la dernière révision aujourd'hui disponible 2006, du système des estimations et projections démographiques publié par les Nations Unies. Introduction. Le XXIe siècle s'annonce pour être celui du processus planétaire de l'implosion démographique. Le constat, vers l'inversion générale des pyramides des âges. Depuis plus d'une génération, la fécondité est en chute constante à peu près partout dans le monde, à l'exemple du monde riche où elle baisse depuis les années 60, la fécondité dans les pays pauvres ailleurs qu'en Chine passant depuis 1970 de 5,8 à 3,0 enfants par femme, et en Chine de 5,3 à 1,8 enfants par femme aujourd'hui. L'Europe et le Japon qui ne remplacent plus leur génération depuis plus d'une génération, ont été les pionniers de ce mouvement général qui devient planétaire. Cependant, avec le Pakistan, l'Afrique subsaharienne ne s'est engagée dans ce recul général de la fécondité que depuis les années 1990, soit 20 ans plus tard que le reste du tiers-monde, sa fécondité, encore de 6,2 enfants par femme en 1990, étant ramenée à 4,9 enfants par femme aujourd'hui, soit le niveau le plus élevé aujourd'hui parmi les grandes populations de la planète, celle du Pakistan ayant déjà diminué à 3,3 enfants par femme à présent. 1. La fécondité. Dans le même temps, l'espérance de vie à la naissance a gagné une dizaine d'années en moyenne pour approcher les 70 ans à peu près partout, sauf en Afrique subsaharienne, en particulier en raison de la pandémie du sida, et en Russie, en passant depuis 1970 de 51 ans à 64 ans dans les pays pauvres ailleurs qu'en Chine, et en Chine de 62 ans à 74 ans aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui en Afrique subsaharienne que les niveaux de mortalité sont les plus élevés, et que l'espérance de vie est la plus courte au monde,
en raison, en particulier de l'épidémie du HIV-Sida, comme nous le verrons plus loin. L'espérance de vie à la naissance qui était déjà inférieure de 10 années en 1990 à celle des pays moins développés à l'exclusion de la Chine, atteignait alors tout juste 50 ans, niveau auquel elle stagne, 51 ans, 20 ans plus tard aujourd'hui en 2010, soit à présent 13 à 15 années de moins que dans le reste du tiers-monde. Par conséquent, l'Afrique subsaharienne présente aujourd'hui à la fois la fécondité et la mortalité les plus élevées, parmi toutes les grandes populations du monde. 2. L'espérance de vie. Rappelons que la rapidité et la généralisation de la chute de la fécondité sur la planète ont surpris les experts de l'ONU qui constatent que, compte tenu des niveaux de mortalité encore prévalents, l'humanité, pour ses 2/3 environ, ne remplace plus désormais ses générations, cette proportion étant en croissance rapide. Aussi l'humanité, hormis l'Afrique sahélienne et équatoriale, telle l'Éthiopie, le Nigeria ou le Congo-Kinshasa, ainsi que quelques très grands pays musulmans, tels le Pakistan ou le Bangladesh, achève dans son ensemble avec la décennie 2010 la seconde phase de ce qu'il est convenu d'appeler la transition démographique, pour faire son entrée dès les années 2020 dans la phase implosive post-transitionnelle, du non-remplacement des générations, dont Europe, le Japon ont été les pionniers. Ainsi s'enclenche depuis les années 80 le processus cumulatif d'implosion de leur population autochtone, implosion démographique à laquelle ces sociétés riches sont désormais confrontées, et qui est appelée à s'étendre rapidement au reste de la planète. Le rapport de vieillissement. C'est l'indicateur qui résume le plus fidèlement l'impact de ces mutations démographiques sur l'inversion des pyramides des âges, ainsi que sur la fécondité. Il est aussi en effet proportionnel au bras de levier qu'exerce sur la fécondité le vieillissement général de la population, lequel déprime les revenus relatifs des jeunes adultes en les marginalisant dans les sociétés vieillissantes 5, entraînant la dépression de leur comportement fécond. Élasticité du revenu relatif des jeunes adultes sur la fécondité, loi de pesanteur démographique. Il est constitué du rapport des effectifs des seniors, ou personnes âgées de 50 ans et plus, ayant de ce fait dépassé les âges statistiques de fécondité, à celui des jeunes, les enfants et les jeunes gens n'ayant pas encore atteint 20 ans et n'étant pas encore de ce fait entrés dans les âges statistiques de fécondité. Lorsque les effectifs des seniors en viennent à surpasser ceux des jeunes dans une population, c'est-à-dire lorsque ce rapport surpasse 100%, la pyramide des âges est inversée, sa partie supérieure l'emportant en nombre sur sa base, et le processus d'implosion démographique s'enclenche alors. L'humanité, dans son ensemble, franchira ce seuil au cours de la décennie 2020 selon les dernières projections des Nations Unies, à la suite de l'Union européenne à 27 membres qui l'a franchi au début des années 1980, du monde riche dans son ensemble qui l'a franchi en 1985 et de l'Allemagne et du Japon qui ont franchi respectivement en 1970 et 1985. Et même, selon la variante moyenne des dernières projections des Nations Unies 2006, dont toutes les variantes incorporent pourtant dans leurs hypothèses un futur redressement spontané et rapide des faibles sous-fécondités observées aujourd'hui, ce rapport de vieillissement, rapport des effectifs des seniors âgés des au moins 50 ans à ceux des jeunes âgés de moins de 20 ans, qui caractérise les pyramides des âges de leur population, est appelé à atteindre les valeurs faramineuses et encore inconnues de toutes les populations humaines de l'histoire. Il irait de 340% en Allemagne et de 465% au Japon en 2050, voire même 815% selon la variante basse, des projections pour ce pays. 3. Rapport de vieillissement. 4. Rapport de vieillissement UE27 et Afrique subsaharienne. Rapport de vieillissement 50 plus 1,20, UE27, Esperluette Sub-Sahara. 5. La pyramide des âges de l'UE. Union européenne à 27 membres face à l'Afrique subsaharienne. Le face-à-face entre la première et la dernière des zones du monde a entré dans le processus planétaire d'inversion des pyramides des âges et d'implosion démographique, s'inscrit dans les graphiques ci-après. 6. Tableau des populations totales. L'Union européenne a 27 membres, troisième population parmi les entités politiques du monde après la Chine et l'Inde, rassemble aujourd'hui 519 millions d'habitants,
en face de l'Afrique subsaharienne, bientôt 2 fois plus peuplée, qui rassemble déjà 870 millions d'habitants. Les rives nord et sud de la mer Méditerranée séparent les deux zones de la planète où les régimes démographiques sont aujourd'hui les plus disparates au monde, c'est-à-dire qu'elles séparent la zone où fécondité et mortalité sont les plus faibles au monde au nord de celle où elles sont les plus fortes au sud, en même temps que leurs niveaux de richesse et de développement économique sont les plus éloignés au monde. Selon les estimations du FMI, le PIB total de l'Union européenne à 27 membres était en effet supérieur en 2008 au PIB des États-Unis, soit 15 293 contre 14 334 milliards de US$. Aussi, le PIB par tête était-il alors estimé à 3400 US$ par personne en termes de parité de pouvoir d'achat, PPA, au sein de l'Union européenne. Cette opulence est à comparer aux quelques 2500 US$, PPA, par tête estimés en 2005 pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Les habitants de l'Union sont donc bien plus de 10 fois plus riches que les habitants qui vivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Ce face-à-face de l'Europe, y compris la Fédération de Russie, ou de l'Union européenne, avec l'Afrique subsaharienne peut donc se résumer ainsi en ce début du XXIe siècle. La zone la plus urbaine de la planète fait à présent face à la zone la plus rurale. La zone la plus riche de la planète fait à présent face à la zone la plus pauvre. La zone la plus stérile de la planète fait à présent face à la zone la plus féconde. La zone où la vie est la plus longue fait à présent face à celle où elle est la plus courte. La zone la plus âgée de la planète fait à présent face à celle où elle est la plus jeune. La zone où le nombre des décès excède celui des naissances fait face à celle où la croissance naturelle de la population est la plus rapide. L'Union européenne est en effet la zone la plus urbanisée au monde, où plus des 3/4 de la population s'amasse dans les villes. Elle fait face à l'Afrique subsaharienne dont à peine plus d'un habitant sur 3 habite en ville aujourd'hui. La fécondité. Pour la fécondité, le contraste est saisissant. Encore aujourd'hui de près de 5 enfants par femme, la fécondité amorce seulement depuis les années 90 la phase de son déclin rapide en Afrique subsaharienne, alors qu'avec 1,5 enfants par femme aujourd'hui, elle demeure depuis plus de 30 ans très largement inférieure au seuil de simple remplacement des générations dans l'Union européenne. 7. Nombre d'enfants par femme UE 27 et Afrique subsaharienne. Nombre moyen d'enfants par femme. ONU 2006, estimation 595D20058, projection 20 052 500. Cependant, en raison d'une mortalité infantile aujourd'hui encore proche de 100 pour 1000 en Afrique subsaharienne, soit près de 20 fois plus forte que dans l'Union européenne, l'écart entre le nombre de filles survivantes aux âges de fécondité par femme est quelque peu moindre. 18 filles survivent à 15 ans pour 10 femmes en Afrique subsaharienne, contre 7 dans l'Union européenne, soit un écart de 2,6 à 1. 8. Nombre des filles survivantes à 15 ans par femme UE 27 et Afrique subsaharienne. Taux net de reproduction de la population, ONU 2006. Estimation 1950 à 2005 et projection 2005 à 2050. Les naissances. Il résulte de ce qui précède que le nombre des naissances de l'Afrique subsaharienne qui en 1950 était encore comparable à celui de l'Union européenne dans ses limites actuelles, où il n'a cessé depuis la fin des années 1960 de baisser, lui est aujourd'hui près de 7 fois supérieur tous les ans, 33 millions contre 5 millions. 9. Naissance totale. 10. Naissance annuelle UE 27 et Afrique subsaharienne. Naissance vivante annuelle, ONU 2006. Estimation 1950 à 2005 et projection 2005 à 2050. Les effectifs de population. Les 519 millions d'habitants de l'Union, dont la population implose, font donc aujourd'hui face aux 870 millions de l'Afrique subsaharienne dont la croissance de la population, encore en très forte expansion, plus de 2,4% par an aujourd'hui, amorce seulement depuis les années 1990 sa phase de ralentissement. Sa population, environ 2 fois moins nombreuse en 1950 que celle de l'Union dans ses frontières actuelles, lui était en effet déjà devenue équivalente en nombre au début des années 1990, et elle lui sera plus de 3 fois plus nombreuse en 2050. 11.
Population UE27 et Afrique subsaharienne. En raison de ces trajectoires démographiques divergentes, cette évolution est semblable, mais encore plus marquée si l'on considère celle des effectifs des jeunes adultes des deux sexes âgés de 20 à 40 ans en Afrique subsaharienne, d'où sont issus les candidats à l'émigration vers l'Union européenne, qui aujourd'hui déjà 2 fois plus nombreux que les jeunes adultes des mêmes âges de l'Union européenne, le seront plus de 5 fois en 2050 selon les projections des Nations Unies. 12. Jeunes adultes 20 à 39 ans UE27 et Afrique subsaharienne. Les rapports de vieillissement et les pyramides des âges. Comme l'illustre le graphique déjà exposé plus haut des rapports de vieillissement en Afrique subsaharienne et dans l'Union, la population de la première, où les seniors restent encore très minoritaires, demeure encore aujourd'hui essentiellement constituée de jeunes et de jeunes adultes, alors que les seniors sont en passe de devenir majoritaires au sein de la population de l'Union. L'Union européenne est une société aujourd'hui dominée sous tout rapport par les besoins des seniors, qui fait à présent face au continent africain qui est un continent d'enfants, de jeunes et de jeunes adultes. Dans la population de l'Union européenne, le rapport de vieillissement ou rapport des effectifs des seniors âgés de 50 ans et plus à ceux des jeunes qui n'ont pas encore atteint leur 20e anniversaire, qui était resté inférieur à l'unité jusqu'aux années 1980, était alors déjà à l'époque environ 4 fois supérieur à celui de l'Afrique subsaharienne, 0,8 contre 0,2. Ayant plus que doublé depuis lors aujourd'hui dans l'Union, il lui est à présent 10 fois supérieur, 2,0 contre 0,2, et selon la variante moyenne des projections de Nations Unies, il devrait en 2050 croître jusqu'à la valeur 3,0 dans l'Union, alors qu'il n'aura pas encore atteint la valeur 0,5 en Afrique subsaharienne. Par conséquent, la population de l'Europe, déjà entrée comme celle de l'Union depuis près de 30 ans comme souligné plus haut dans le processus d'implosion démographique, présente une pyramide des âges qui ne cesse d'accélérer son inversion, alors que la pyramide des âges du continent africain présente encore une base très large qui est appelée à se réduire peu à peu avec la baisse de la fécondité jusqu'en 2050, comme l'illustre le graphique ci-dessous. 13. Pyramide des âges Europe et Afrique. Pyramide des âges, deux sexes 2010 et 2050. ONU estimation 1950 à 2005, projection médium 2006 à 2005 ans. Il est à noter qu'une dichotomie se dessine actuellement en Afrique, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord dont le régime démographique s'apparente désormais à celui de la Turquie, en termes d'évolution de leur fécondité qui s'y rapproche à présent régulièrement du seuil de simple remplacement des générations, comme de la mortalité, l'espérance de vie à la naissance y dépassant désormais 70 ans. La mortalité et la question du sida. La mortalité observée aujourd'hui en Afrique subsaharienne est la plus élevée au monde, près d'un enfant sur 10 n'atteignant pas son premier anniversaire, et l'espérance de vie à la naissance, stagnante depuis les années 1980 en raison des effets du sida, n'y dépassant qu'à peine les 50 ans aujourd'hui, contrairement à celle de l'Union où elle est près de 30 années plus longue et où elle s'accroît encore régulièrement. 14. Espérance de vie UE27 et Afrique subsaharienne. Espérance de vie, ONU 2006, estimation 1950 à 2005 et projection 2005 à 2005 ans. 15. La mortalité infantile Europe, Afrique et Afrique subsaharienne. Europe, Afrique Esperluette Sub-Sahara taux de mortalité infantile, ONU 2006, estimation 1950 à 2005 et projection 2005 à 2005 ans. L'impact du sida. Le sida se traduira par un ralentissement modéré de la croissance démographique dans les 62 pays à forte prévalence, excepté en Afrique du Sud. Dans les 62 pays à forte prévalence du sida dans leur population, pays où le taux de prévalence est supérieur ou égal à 1% des effectifs des personnes âgées de 15 à 49 ans, l'hypothèse de mortalité des principales variantes médium, l'OEI des projections des Nations Unies prend en compte l'impact de la pandémie du sida et son évolution probable tels qu'ils ont été observés depuis 1980 dans chacun de ces pays. Néanmoins, en vue de mieux apprécier l'impact du sida sur la démographie de ces pays,
L'ONU, en liaison avec l'UNEDS, a établi des modèles de projection alternatifs prenant en compte des scénarios contrastés de l'évolution de cette pandémie dans ces populations d'ici à 2050. Outre l'hypothèse médium, ont ainsi été adjoints 3 autres scénarios jusqu'en l'an 2050, un scénario sida élevé, un scénario vaccination anti-sida et un scénario sans sida depuis 1980 et jusqu'en 2050, ce dernier scénario permettant d'apprécier l'impact du sida sur les paramètres démographiques généraux de ces pays observés depuis 1980. Pour une description détaillée des hypothèses de politique de santé publique résumées par ces scénarios, nous renvoyons le lecteur en annexe 1 de la présente communication qui résume les différentes hypothèses des variantes des projections des Nations Unies. Pour permettre au lecteur d'apprécier l'impact général du sida, nous présentons ici les évolutions de 1980 à 2050 des espérances de vie à la naissance, des populations et des taux d'accroissement naturel en Afrique du Sud et au Nigeria. 16 à 17. Espérance de vie en Afrique du Sud et au Nigeria. Espérance de vie, impact du sida Afrique du Sud. Espérance de vie, impact du sida Nigeria. 18 à 19. Population en Afrique du Sud et au Nigeria. Population totale, impact du sida Afrique du Sud. Population totale, impact du sida Nigeria. 20 à 21. Taux d'accroissement naturel en Afrique du Sud et au Nigeria. Taux d'accroissement naturel, impact du sida Afrique du Sud. Taux d'accroissement naturel, impact du sida Nigeria. En résumé, la pandémie du sida aura fait perdre environ 18 ans d'espérance de vie à la naissance à la population d'Afrique du Sud qui, sans elle, jouirait aujourd'hui d'une vie moyenne d'environ 68 ans au lieu de moins de 50 années cette année, tandis qu'au Nigeria elle serait aujourd'hui d'un peu plus de 51 ans au lieu de 47 ans, soit une perte d'environ 4 années de vie moyenne. La population d'Afrique du Sud, d'un peu moins de 50 millions d'habitants aujourd'hui en aurait compté environ 55 millions sans l'épidémie de sida, soit une perte actuelle de 5 millions de personnes. Elle n'en comptera vraisemblablement que 55 millions en 2050 au lieu de plus de 75 millions en l'absence de sida, soit un déficit de plus de 20 millions de personnes à cette époque. Par contraste, l'impact du sida reste encore très modéré sur le nombre total des habitants du Nigeria qui approche aujourd'hui les 160 millions d'habitants. Les Nigérians seront environ 290 millions en 2050, au lieu de 310 millions à cette date, soit alors une perte d'environ 20 millions d'habitants. L'impact du sida est particulièrement sévère sur le taux d'accroissement naturel de l'Afrique du Sud qui perd aujourd'hui 10 pour 1000, n'étant plus cette année que de 4 pour 1000 au lieu de 14 pour 1000, et l'ordre de grandeur de cet écart se maintient jusqu'à la fin de la projection. Au Nigeria, ce taux d'accroissement est aujourd'hui de 21 pour 1000 au lieu de 24 pour 1000, soit un ralentissement de 3 pour 1000 du rythme de croissance de la population imputable au sida. Le mouvement de la population et le taux d'accroissement naturel. Dans l'Union européenne, les décès l'emportent désormais et vont l'emporter de plus en plus sur les berceaux et le taux d'accroissement naturel va s'enfoncer régulièrement dans les chiffres négatifs, tandis qu'en Afrique subsaharienne, en raison de la jeunesse de la population, les chiffres annuels des naissances qui excédaient déjà de 4 millions celui des décès l'emportent aujourd'hui d'environ 20 millions sur ce dernier. Mais cet écart va commencer à se réduire peu à peu à mesure de la baisse de la fécondité déjà entamée, et du début du vieillissement de la population qu'elle engendre. En Afrique subsaharienne en effet, le taux d'accroissement naturel, aujourd'hui de 24 pour 1000, qui a entamé son ralentissement depuis les années 1990, sera encore de l'ordre de 12 pour 1000 en 2050. 22 à 23. Le mouvement naturel UE27 et Afrique subsaharienne. Afrique subsahara naissance et décès annuels de la population, ONU 2006. Estimation 1950 à 2005 et projection 2005 à 2059. Union européenne, 27 membres, naissances et décès annuels de la population, ONU 2006. Estimation 195 d de 005 et projection 2005 à 2050. 24. Taux d'accroissement naturel UE27 et Afrique subsaharienne. UE27,
Esperluette subsahara taux d'accroissement naturel. ONU 2006, estimation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.